Bilal Benaïm, bonjour. Bonjour, Quel plaisir de t'avoir sur ce podcast. Comment tu vas? très bien, très très bien. Donc, pour les gens qui ne le sauraient pas, hein, tu es l'un des cofondateurs de VP, anciennement Vente Privée. La première fois que j'ai entendu parler de toi, personnellement, eh ben, c'était à la télé, fin 2020. C'était dans la version marocaine de Qui veut devenir mon associé. Je me souviens encore de mon ressenti à ce moment-là. C'était un mélange d'étonnement d'avoir ce genre d'émission en prime time à la télé marocaine et de fierté de voir que des investisseurs aussi chevronnés s'intéressaient à ce genre de projet. Je me souviens que je m'étais dit, ah bon, le patron de VP est marocain. Donc, toi, quelle était ta première réaction quand tu avais entendu parler de ce projet au tout début? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, on me l'a proposé, on était en sortie de Covid. Ouais, Et c'est un projet que j'avais entendu parler depuis 2-3 ans. Et comme beaucoup de choses au Maroc, on parle et ça ne se fait pas. Et là, ça s'est accéléré. Et on m'appelle en août, Moustapha Mlouk et Mehdi Alaoui m'appellent et ils me disent, voilà, on a un projet qui intéresse beaucoup Deuxième, qui intéresse beaucoup quelque part le gouvernement, parce qu'on veut montrer à la jeunesse marocaine que dans un monde post-Covid, une des solutions, ce n'est pas forcément l'État, c'est aussi l'entrepreneuriat. Donc, on veut montrer aux gens que c'est possible. Et est-ce que ça te dit de montrer ça? Et moi, en fait, j'avais créé ma filiale d'investissement au Maroc et j'étais ravi de montrer un visage un peu différent de ce que c'est qu'un business angel, parce qu'on a toujours cette image au Maroc du business angel, un peu du rapace qui va être majoritaire, etc. Et je voulais vraiment montrer que un business angel, c'est quelqu'un qui va utiliser son expérience pour investir et s'associer avec des jeunes pour construire une nouvelle histoire. Et j'ai été très agréablement surpris par la qualité des dossiers. Moi qui suis business angel en Europe depuis plus d'une dizaine d'années, eh ben, j'ai été agréablement surpris de trouver des gros talents marocains, passionnés, et plein d'énergie, des super projets, de la super tech, et donc une capacité d'export à l'international très forte. Donc voilà, j'ai été ravi qu'on m'invite là-dessus. J'ai été ravi de faire la deuxième saison et j'espère qu'il y aura une troisième saison. ouais, on Voilà. y reviendra justement. Et forcément, en suivant l'émission, on s'interroge sur le parcours des business angels présents. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur parcours? Et en fouillant un peu, j'ai appris que tu avais une triple origine. Oui. En fait, triple origine, c'est assez simple. Je suis né à Paris, mais mes parents se rencontrent à Paris. Mon père est marocain, ma mère est autrichienne. Mon père a fait ses études à Paris et ma mère a appris le français à Paris. Ils se sont rencontrés, je suis né et à l'âge de 3 mois, je suis rentré à Casa. Donc, je suis marocain, autrichien et français parce que j'ai le droit du sol. À chaque fois que je vais dans un consulat français, ils me disent: «Mais d'où vous êtes français, monsieur?» Et bah, je suis né en France, couillon. Heu, voilà, donc non, mais ce qui est, et moi, j'ai toujours été, en fait, une minorité parmi les minorités, donc c'est quelque chose qui est, où je me suis toujours battu, en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse marocaine. Moi, j'ai été au Maroc jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au bac, hein. Je suis parti juste pour faire mes études à l'étranger. Heu, j'ai adoré, ma jeunesse, hein. J'ai eu une éducation extraordinaire, j'ai eu un environnement extraordinaire. On avait une insouciance à mon âge que mes enfants aujourd'hui, malgré, tout, à Paris, n'ont pas. Enfin, ils vivent des moments qu'on n'a pas vécu quand on était jeune et c'est peut-être ce qui a fait que moi, j'étais d'une famille, mon père a 6 frères et sœurs, c'est que des entrepreneurs et j'ai été entouré que d'oncles et qui réussissaient, échouaient et donc entreprendre, cet esprit d'entreprendre a toujours guidé, enfin, a toujours été naturel chez moi. Et Et quand là, on a parlé de ton origine autrichienne, mais tu t'en sors en allemand du coup? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, ma mère me parlait en allemand tout le temps et à l'âge de 12 ans, je lui dis: «Écoute, je pense que l'allemand, c'est pas très utile, je vais apprendre l'anglais» et à partir de là, j'ai été, très souvent aux États-Unis et en Angleterre parce que j'avais un oncle qui vivait aux États-Unis, donc j'allais le voir tout le temps et je suis devenu bilingue à l'âge de 13-14 ans et c'est ce que je dis à mes enfants, c'est, pour les langues étrangères, les 2 plus importantes à apprendre, ce que je vais vous transmettre, c'est l'anglais évidemment et le code informatique. Il faut apprendre à coder le plus jeune possible. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour apprendre à coder. Donc, moi, j'ai appris à 12 ans, tout seul avec des bouquins. Et voilà. Et donc ça, je Et pense que tout le monde est capable de le faire, même toi. ouais.
Mais là, on a parlé enfin, de triple origine, enfin double origine plus toi, mais est-ce qu'on peut parler de triple culture dans ton cas, dans ton cas, pardon, ou pas du tout? Est-ce que tu as Bah, vraiment… non, si, si, si. Moi, j'ai une quadruple quintuple culture parce qu'en fait, mon père est juste marocain, ma mère est catholique autrichienne, tous mes amis sont musulmans. Ouais. Donc, j'ai grandi Ouais, dans un environnement comme ça. Évidemment que je suis extrêmement tolérant, etc. Mais j'ai toujours été une minorité par minorité, même dans la communauté juive. Bah, j'avais une mère autrichienne catholique. Donc, tu vois, ouais. j'étais la minorité parmi les minorités, etc. Et c'est quelque chose qui est en fait un moteur Mmh. pour te développer. Je sais que je suis différent, je sais que j'ai un nom différent qui n'est pas commun, et c'est pas grave. C'est à moi de montrer que je vaux quelque chose. J'attends pas à ce que quelqu'un me tende la main, c'est moi qui vais faire les choses. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais de ma vie au Maroc senti de discrimination ou de choses comme ça. Donc, Mais et c'est quelque chose d'extrêmement surprenant parce que là, le ministère des Affaires étrangères m'a demandé d'aller représenter le Maroc ouais, à Tel Aviv parce qu'il y a eu un événement sur l'innovation. Et les Israéliens étaient extrêmement étonnés que mes parents habitaient toujours à Casablanca. Et ouais. ils disaient, comment c'est possible? Si les Juifs sont partis, c'est parce qu'ils avaient peur. Et je dis, non, vous êtes partis pour de mauvaises raisons. Ceux qui sont restés, ils sont très contents d'être restés, quoi. Et voilà. Là, tu l'as dit, tu restes donc au Maroc jusqu'à l'obtention de ton bac. Tu vas à Paris par la suite. Tu vas Mm. pour étudier où, dans quelle école et pourquoi du coup ce choix? Au départ, je voulais faire une école d'ingénieur. En fait, j'avais toujours une sensibilité parce que je codais, etc. Et à un moment, je me suis dit, ben non, en fait, qu'est-ce que ça va t'apporter une école d'ingénieur? Ça va te spécialiser dans quelque chose. Tu as envie d'être entrepreneur, va faire une école de commerce. Donc, j'ai fait une prépa Ouais, HEC à intégrale lors de la réforme. Donc, c'est-à-dire que c'est une réforme qui faisait qu'il fallait cuber pour ouais, avoir HEC. Moi, au bout de 2 ans, je me suis dit, tiens, j'ai Rouen, ça me suffit. J'y suis allé. Et à la troisième année, mon cousin Germain et Jacques-Antoine, qui étaient associés, me proposent de monter une nouvelle aventure qui s'appelle Vente privée. Et je n'avais pas fini mes études. Et je vais voir mon directeur d'école, je lui dis, écoutez, voilà, j'ai un projet, j'y crois à mort, je veux y aller, mais ils ne vont pas attendre 6 mois que je finisse mes classes. Est-ce que vous me permettez de le faire? Et ce bonhomme extraordinaire, Alain Dulondel, m'a donné mon diplôme, parce qu'il m'a dit, tu n'as pas fait tout ça pour rien, tu n'as pas fait 2 ans de prépa et machin. Et il m'a laissé démarrer ma boîte alors que je n'avais pas fini. Donc voilà, j'ai commencé avant d'avoir fini. Et, euh, mais j'ai eu mon diplôme, je suis diplômé. Le seul truc, là où ils m'ont eu, c'est que plutôt que d'être promo 2000, ce que je devais être, ils m'annoncent en promo 2001. Bon, voilà, ouais, ça va. Et justement, ce lien avec ton école, finalement, tu l'as gardé, tu l'as entretenu, tu présides aujourd'hui l'association des anciens élèves. Pourquoi c'était important pour toi de continuer à t'impliquer dans ton ancienne école? Mais en fait, Neoma, c'est l'une des plus vieilles écoles de commerce, c'est-à-dire c'est la fusion entre Rouen et Reims, 2 écoles de province Mm. qui finalement aujourd'hui ont un grand campus parisien. Et quand on est venu me voir, on m'a dit, voilà, on a 65 000 diplômés. Et on cherche un président. Le président d'avant, c'est le patron de Lacoste, qui est un gars extraordinaire, mais qui était débordé par son activité professionnelle. Et il me dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es capable de redynamiser le réseau, etc. Et quand je regardais, en fait, que cette école, qui était Neoma, la fusion entre Reims et Rouen, quand j'ai regardé un peu quels étaient les alumni, les gens qui étaient sortis, on avait des champions du monde, on avait des Michael Jordan dedans. Et on ne le savait pas. Et j'ai voulu m'investir dans ce projet, de devenir président pour essayer de redonner une fierté à cette école, pour dire, bah, même si tu as fait Rouen ou Reims, ce n'est pas HEC, tu peux arriver très loin et on peut utiliser ce socle commun pour nouer un réseau. Donc voilà, c'est un challenge qui m'a beaucoup intéressé. Et Et ça du fait 1 an coup, que je fais ça. pendant ton cursus à Néoma, tu l'as dit, tu as fait la rencontre de Jacques-Antoine Granjon. Est-ce que tu peux le présenter brièvement pour nos auditeurs et nous raconter comment s'est réellement faite cette rencontre? Bah, en fait, Jacques-Antoine était associé avec mon cousin Germain et il avait une idée extraordinaire qui était de porter les ventes privées qui existaient dans le marché traditionnel, c'est-à-dire offline, et de la porter en ligne. Sauf qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient rien au monde du digital, etc. Donc, ils avaient besoin d'un associé là-dessus. Et donc, on s'est associé sur cette partie-là. Et on a commencé. Et c'est un entrepreneur génial
qui te fait confiance dès le départ. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance de m'associer avec Jacques-Antoine, Michael, Julien, Xavier, parce que c'est vraiment des personnes avec qui on a construit de grandes choses. Et ce qui est marrant, c'est de nous voir tous alignés, qu'on nous voit tous les associés. On s'est dit, mais ils n'ont rien à voir entre eux. En fait, on est hyper complémentaires. Et c'est une des clés de l'association que j'essaie de donner aux jeunes qui démarrent, c'est ne commencez pas seul. Vraiment, une association, ça se fait à plusieurs. Ça permet de partager les problèmes et de les résoudre plus vite. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a Et là, vraiment justement, vas-y, une pardon, je t'ai approche. coupé. Non, mais on a une approche de développement qui était vraiment basée sur l'apprentissage en faisant. Tu sais, en Ouais. 2000, le commerce n'existait pas. On ne savait pas le panier, ce que c'est en haut à droite, à gauche, un machin truc. Donc, on a essayé. On a trouvé notre modèle et après, on l'a accéléré. Donc, on a eu une hyper croissance. On est passé, première année, on a fait 500 000 euros, 2,5 millions, 5 millions, 15, et après, on a fait 120. Donc, quand tu passes de 15 millions à 120 millions d'euros, là, tu as tout qui explose, quoi. Tu vois, donc, Mm. on te dit, ouais, c'est fantastique, mais tu passes par des étapes très compliquées. Et aujourd'hui, on fait 4 milliards. Donc, c'est plus simple de faire plus de 100 millions quand tu fais 4 milliards que de passer de 15 à 120, en fait. Tu C'est vois. ça, c'est ça. Voilà. Et là, tu démarres, justement, là, tu l'as évoqué, tu démarres après cette rencontre, tu démarres ton aventure avec vente privée. Tu as fait tes études en France, tu commences à y travailler. Quel lien, du coup, tu as gardé avec le Maroc à ce moment-là? Bah, moi, je dis toujours, je suis un membre de la diaspora, mais un peu différent. C'est-à-dire que moi, quand je vais au Maroc, je ne vais pas au Club Med à Marrakech. Je vais voir mes parents à Casa, Ouais. qui sont restés. Mon frère, il travaille à Casa. Donc, moi, je rentrais à la maison 4 fois par an. Et mes copains, la plupart, le plan, c'était que je revienne. Hein. Ouais. C'est parce que j'ai monté mon privé que je suis resté, que je me suis marié, que j'ai eu des enfants, etc. Mais ma femme et mes enfants, ils vont 4 à 5 fois par an au Maroc, évidemment, pour voir les grands-parents. Mais en rentrant systématiquement, je voyais mes copains qui Mhm. sont, eux, revenus. Et ils commencent à me dire, ah tiens, Ilan, on a des clubs de business angel, on voit des startups, ça te dit de regarder. Et au départ, c'est vrai que la qualité des dossiers que je voyais était vraiment de qualité très moyenne. Et tout d'un coup, je pense qu'il y a 5 6 ans, il y a eu un truc, je commence à voir des choses vraiment de qualité niveau international. Le seul bémol que j'avais, c'est que c'était toujours en français. Mm. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se fait dans le monde. Il n'y a plus aucune slide qui s'écrit en français, c'est en anglais. Parce qu'en anglais, si tu parles mal en anglais, tu peux négocier. Et pour parler en français, il faut être hyper bon, etc. Donc, c'était toujours en français. Et l'autre problème que je voyais, c'est que le développement, c'était toujours en Afrique, vers les pays plus pauvres que nous. Tu vois, Ouais. je dis, mais non, si tu le fais dans un pays qui a un PIB de 100 milliards, tu ne vas pas dans un pays qui a un PIB de 40 milliards pour t'étendre. Tu vas dans un pays qui fait 2000 milliards. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant et effectivement, l'émission, c'est plus de 250 startups qui sont triées sur le volet pour nous en proposer 24. Et aujourd'hui, à date, sur 2 émissions, plus d'autres deals, je suis à 11 investissements en à peu près 14 mois. Et là, du coup, si on revient juste à VP, enfin voilà, maintenant VP a le succès qu'on lui connaît. En 2020, tu l'as dit, il y a eu à peu près, enfin, près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 6000 personnes y travaillent et la présence s'est étendue à 10 pays. Et là, je prends mon souffle. En 2006, tu crées la direction stratégie et innovation dont tu prends la tête pour automatiser les process et sécuriser les transactions. En 2013, tu fondes Vente Privée Consulting pour accompagner les marques clientes dans la digitalisation de leurs offres. Quelques années plus tard, en 2017 encore, tu crées au sein de Station F Vente Privée Impulse, spécialisée dans la fashion tech et le retail tech. Et on comprend en fait que la réussite est un travail de longue haleine et que ce qu'on voit aujourd'hui n'est qu'une toute petite partie visible de l'iceberg. Là, on parle d'une success story, mais il y a eu énormément d'échecs aussi et Oui. surtout au début. Mais évidemment, c'est en fait, tu n'as pas de réussite sans échec, c'est impossible. Ouais. C'est-à-dire que une réussite ou un échec, c'est une addition de plus et de moins. Ouais. Si tu as plus que de moins, on dit que c'est un succès. Si tu as plus de moins que de plus, on dit que c'est un échec. Mais en tout cas, quand il y a un échec, il faut toujours regarder son échec parce qu'il y avait des plus dans l'échec. Et il y avait des moins qu'on peut transformer en plus. Donc, de toute façon, le but, pour moi, d'une société, numéro un, c'est d'être indépendante des financements externes. Aujourd'hui, on a énormément de boîtes qui se montrent qui ne sont pas rentables et donc elles sont obligées d'aller lever de l'argent pour se développer et pour payer leur salaire, etc.
Ça, c'est un truc que Jacques-Antoine m'a inculqué. C'est une boîte, c'est fait pour être rentable, pour être indépendante. Si on veut accélérer notre croissance, on peut aller chercher des financements, mais le modèle de base, c'est une boîte, elle doit être rentable. C'est la base d'une boîte. Tu ne peux pas fabriquer des boîtes qui ne sont pas rentables de base. Donc Ouais. ça, c'est la base. Et après, ce qu'on a, c'est qu'avec la croissance, il faut changer. Quand tu as une boîte qui fait de l'hypercroissance, c'est-à-dire quand tu fais du 200-300% de croissance par an, la boîte en janvier et en décembre, c'est plus la même. Il faut qu'elle change, mais les gens ne veulent pas changer. Et donc, tout le sujet, c'est l'innovation est un moteur de la croissance. Et pour que Mhm. l'innovation soit un moteur de la croissance, il faut que ce soit intégré dans la culture des gens qui vont gérer la boîte. Quelqu'un qui se dit, ah, moi j'ai 50 personnes, mon but c'est d'en avoir 200, déjà tu sais que ce n'est pas la bonne personne parce que ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à se réinventer et à améliorer ses process. Donc l'innovation, ouais, c'est un truc permanent. Le Station F, ce que j'ai monté chez Station F, le programme d'accélération, c'était justement un programme pour aller chercher de l'innovation ailleurs. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes que j'avais chez moi, que mes équipes n'arrivaient pas à résoudre, non pas parce qu'elles n'étaient pas compétentes, mais parce qu'elles n'avaient pas le temps de les résoudre, elles étaient sur d'autres problèmes. Et donc, on allait à l'extérieur chercher des gens qui répondaient à nos problèmes. Donc, on a monté un accélérateur qui n'était pas un accélérateur de start-up, qui était un accélérateur pour vente privée. Et Ouais. si ça marchait pour vente privée, alors soit on leur passait des commandes ou on les rachetait. Et là, ce qui est drôle, c'est que je suis tombé là dernièrement sur un article sur toi qui date de 2013. Ok. La Mmh. première phrase, c'était, et je cite, il est l'un des cofondateurs de venteprivée.com, mais aussi l'un des plus méconnus. J'ai l'impression que c'est plus le cas aujourd'hui. On te voit à la télé, tu as droit à des pages en entier dans la presse. Comment c'est faite cette évolution? En fait, c'est très simple. Quand on est 5, 6, 7 associés, on ne peut pas tous être exposés à la lumière. Donc, on a choisi que ça allait être Jacques-Antoine qui allait s'exposer parce qu'on trouvait que, un, il avait une prestance, il avait une image, etc. Mais on bossait, nous. Oui, D'accord. Donc, lui, évidemment qu'il a énormément bossé, etc. Mais c'est lui qui nous a représentés et on a défini comme ça. C'était assez simple. Mais après, on est actionnaire, on travaille tous dans la même direction pour en faire une entreprise rentable. Aujourd'hui, je ne suis plus opérationnel dans mon privé, donc j'ai libéré beaucoup de temps pour me concentrer à une activité qui me passionne, qui est l'investissement dans les startups. Donc aujourd'hui, j'ai mon propre fonds, j'ai ma propre ligne d'investissement et aujourd'hui, voilà, je m'investis beaucoup et notamment sur les startups marocaines parce que je trouve qui a un énorme potentiel. Aujourd'hui, je ne dis pas que j'investis dans les startups marocaines, je dis que j'investis dans la startup Maroc. Parce que c'est un écosystème qui n'existe pas encore au Maroc. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Quand tu investis dans une startup marocaine, tu ne sais pas si tu vas pouvoir la revendre ou pas. Donc, tu mets 100. En France, quand tu mets 100, tu espères avoir 500. Aux États-Unis, tu mets 100, tu espères avoir 1000. Au Maroc, tu mets 100. Il n'y a pas d'exit pour le moment. Mais il y a un potentiel extrêmement important. Il faut savoir que les Marocains, les Subsahariens et l'Afrique francophone, ce sont les meilleurs ingénieurs de la planète, ce sont les meilleurs mathématiciens de la planète. Et aujourd'hui, ils sont pillés par l'Europe. Il ne ouais. reste pas. Pourquoi? Parce que quand tu as un Capgemini qui arrive et qui te dit voilà, 5 000 euros, tu vas à Clermont-Ferrand et tu as des visas, bah, le mec, il va à Clermont-Ferrand avec des visas plutôt que de rester à Casa avec 15 000 dirhams de salaire. C'est comme ça. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir des capitaux, avoir des projets et motiver ces gens à rester. Mais on a tous les talents, on les a. Hein. Et là, justement, là, tu l'as évoqué, à ton sens, où en est le Maroc aujourd'hui dans le monde de la start-up et de la tech, mais au niveau continental, j'entends. Bah, l'Afrique, si tu veux, est divisée en deux. Tu as une Afrique qui est dite anglophone et une Afrique qui est dite francophone. L'Afrique anglophone lève des milliards, elle a des licornes, l'Afrique francophone n'a rien. C'est simple. Moi, je pense que c'est lié au caractère francophone de l'histoire. Je pense qu'il faut comprendre que l'anglais est une langue véhiculaire qui permet de faire du commerce international. Donc, un Américain, quand il voit une boîte en français, des gens qui parlent français, des slides en français, ils ne vont jamais investir là-dedans. Et ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, un Américain sait très bien que l'Afrique, le PIB de toute l'Afrique, c'est le PIB de la France. Mm. C'est 50 pays, 2 milliards de personnes qui ont le même PIB qu'un pays qui a 70 millions de personnes. Donc, mais le potentiel qu'il y a, c'est un potentiel de développement pour aller vendre ailleurs. La Startup Nation, tu prends l'exemple d'Israël, c'est un pays de 5 millions de personnes, mais qui vend de la tech, pas pour Israël, qui vend la tech pour le monde entier. Je pense que c'est ça le modèle qu'il faut qu'on développe parce qu'on a les talents et on a les ingénieurs pour.
Donc, d'où les slides en anglais que tu as évoqués au début. Oui, parce qu'en fait, pour vendre en français, en espagnol, en allemand, il faut très bien parler. Ouais. Pour vendre en anglais, les gens ne savent pas bien parler anglais. Les seuls gens qui savent bien parler anglais, c'est les Anglais et les Américains. Même les Australiens, ils ne savent pas bien parler anglais. Donc, voilà, c'est un Marocain qui va vendre à un Égyptien, ils vont se parler en anglais entre eux. Pas super bien, mais c'est la langue véhiculaire. Donc, il faut vraiment qu'on se positionne sur l'anglais. Il faut que notre jeunesse parle anglais. Il faut que ce soit la base. Aujourd'hui, si on veut s'internationaliser, c'est aussi simple que ça. Là, j'aimerais revenir sur un terme que tu as évoqué tout à l'heure, c'est la Startup Maroc. Mm. Donc, je pense qu'on ne pourra pas développer, là on parle des business angels, des investisseurs, mais je pense qu'on ne pourra pas développer l'entrepreneuriat au Maroc sans l'implication réelle de l'État. Il est vrai que les pouvoirs publics ont mis de l'argent et de la volonté, des incubateurs, des pépinières ont été créées, mais est-ce que c'est Mm. suffisant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un écosystème de start-up, tu as la création, l'incubation, tu as l'accélération, le développement. Et après, qu'est-ce que je fais de ma boîte? Un autre qui est rentable et je suis tranquille, je prends mon salaire, machin. Bon, ça ne va pas attirer les investisseurs si tu fais ce genre de choses. C'est une boîte qui est en croissance et qui va s'internationaliser, ça va intéresser des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, quelqu'un d'autre va la racheter un jour. Donc, il y a une notion d'exit. Aller en bourse, c'est 1% des boîtes qui vont en bourse. Donc, ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est que les grosses corporates rachètent les petits. C'est ça le but de l'histoire. Aujourd'hui, les corporates marocains ne rachètent pas les petits, ils achètent des moyens. Ils achètent des boîtes qui ont déjà une certaine taille. Ils n'achètent pas les petites boîtes. Donc aujourd'hui, on a un écosystème qui n'est pas complet parce qu'on a des startups, on a des incubateurs, on commence à avoir des business angels depuis peu qui vraiment se professionnalisent et accompagnent les choses. On a des fonds, on a beaucoup d'argent, mais on n'a pas de corporate qui rachète. Donc, un fonds, pourquoi est-ce qu'il va investir si personne ne va racheter derrière? Tu vois? Donc, aujourd'hui, les seuls fonds qui veulent investir dans des boîtes, c'est de se dire c'est quelqu'un à l'étranger qui va le racheter. Ouais. Tu vois, et pas... Donc, il faut travailler avec les corporates pour leur dire que ça doit faire partie de leur ADN de racheter des boîtes marocaines parce qu'il y a des boîtes fantastiques à racheter. Mais même si ça reste insuffisant, est-ce que tu ressens, disons, un intérêt croissant de la part de ces Énorme. corporates marocains ou pas du tout? Là, juste en 3 ans, et le Covid a dû aider, c'est qu'on sait que post-Covid, les gens qui vont survivre sont les gens qui vont savoir s'adapter. Aujourd'hui, tout change. Le comportement des gens change. Les marchés changent. Il y a de l'inflation, les prix de l'énergie, tout ça, etc. change. Donc, il faut que nos entreprises soient résilientes et agiles. Ouais. Pour être agile, il faut, moi, sur vente privée, on rachète des petites structures, non pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais parce que ces gens-là ont l'agilité suffisante pour le faire. Donc, on rachète une boîte, on ne rachète pas une techno, on rachète une équipe agile pour faire des choses que nous, il aurait fallu tout réorganiser pour le faire ou embaucher des gens. Donc, on aurait perdu beaucoup trop de temps. Donc, c'est en fait ça le truc. C'est aujourd'hui, le temps, c'est notre ennemi. Il faut aller vite, très vite. Et une des solutions, c'est que les gros corporates rachètent les petites boîtes, comme le fait Google, comme le font toutes les boîtes. Et en tout cas, toi, en tant que business angel de ton côté, donc, tu as évoqué rapidement tout à l'heure, en 2019, tu lances IB Participation pour assurer une sorte, disons, de transfert de compétences auprès des startups françaises, mais également marocaines. IBP a C'est une pas un filiale. transfert de compétences, attention. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent que business angel, c'est du mentoring ou des choses comme ça. Ouais. Pour moi, c'est pas ça. Un business angel, c'est quelqu'un qui va s'associer. Donc, c'est un two-ways, c'est une relation qu'on va avoir entre nous, entre le fondateur, jeune en général, et quelqu'un de plus âgé qui va dire, viens, on s'associe. Moi, je vais être minoritaire, je ne vais pas te prendre la majorité, mais on va écrire une histoire ensemble. Est-ce que tu es d'accord qu'on s'associe pour écrire cette histoire? Moi, toutes les boîtes dans lesquelles je rentre, on écrit une histoire et moi, je dis, voilà, je rentre pour t'aider à écrire cette histoire-là. Et pour écrire cette histoire-là, à un moment, on va avoir besoin d'argent. Est-ce qu'un mec de 28 ans peut aller voir des fonds tout seul et dire, j'ai besoin de 20 millions de dirhams? Non. S'il vient avec moi, c'est un peu plus simple. Parce que, un, je les connais, deux, j'apporte ma caution, trois, ils savent très bien qu'on travaille ensemble sur ce genre de choses. Donc, un business angel, ce n'est pas du love money, ce n'est pas de l'argent que tu mets et tu espères quelque chose. C'est vraiment un accompagnement minoritaire, mais orienté sur un objectif assez précis. Mais je disais ça parce que, comment dire, IBP a une filiale à Casablanca pour justement cibler les investissements en Afrique. Ouais. Et en fait, ma question, c'est
est-ce que c'était une évidence pour toi de créer cette filiale sur le sol marocain, sachant que le marché n'est pas des plus rentables aujourd'hui, justement? Écoute, à un moment, moi, on regarde la France aujourd'hui, on dit la France, il y a 1 million de startups, c'est fantastique, French Tech, Business France, tout ce que tu veux. Très bien. Il y a 15 ans, la France, c'est le Maroc d'aujourd'hui. Ouais, C'était exactement la même chose. ok. Voilà. Donc, j'ai reconnu un truc que j'avais vu de mon côté et je me dis, OK, je sais comment ça va se passer, je sais comment ça va se terminer. Donc, je commence maintenant. Et au début, mes copains me prenaient pour un fou. Maintenant, ils veulent investir avec moi. Bon, ben, voilà. Ok, bon, parfait. Et du coup, c'est avec cette holding, disons, que tu participes à Qui veut devenir mon associé? Oui, bien sûr, bien Ok. sûr. Et là, tu l'as Bien sûr. évoqué tout à l'heure, donc, enfin, on l'a évoqué Mais moi, ensemble. c'est pas juste moi. J'ai une operational practice derrière. C'est-à-dire, j'ai 4 personnes qui vont accompagner les startups. On a un suivi mensuel. On se parle tout le temps. Enfin, c'est pas je mets de Oui, l'argent, bien je passe sûr, à la télé. La bien télé, sûr. pour moi, c'est un moyen d'avoir une sélection et d'avoir des boîtes et de rencontrer des gens au-delà des dossiers parce que c'est extrêmement important de voir une startup. Ce qui va faire le succès d'une startup, c'est pas l'idée, le business model, c'est la personne. Est-ce qu'elle est capable de s'adapter, de changer, d'adapter de tout son truc, tu vois? Et c'est là où j'ai découvert des choses. Moi, je sais qu'il y a des boîtes dans lesquelles j'ai dit, mais jamais j'investirai un centime quand j'ai vu les dossiers. Et quand je les ai vus à la télé, j'ai dit, OK, allez bien, Mais on va y aller. justement, tu viens de mentionner, j'ai le souvenir d'une des émissions dans laquelle un start-upper vient faire son pitch, hein, et dès qu'il a dit le nom de sa marque, on a un gros plan sur toi à la télé, qui a les yeux qui s'émerveillent presque. La marque s'appelle Meknes avec un Q, et elle fait de la maroquinerie de luxe, il me semble. Tu as même acheté sur le champ des produits en ligne, tant ça t'évoquait disons, des choses du passé. Mais tu es de Meknes, du coup, au Maroc? Ouais, mais Ok. ma famille est de Meknes, mais c'est pas pour ça. C'est que j'avais vu l'histoire que racontait cette personne, qui est Kamel, qui est un mec fantastique, et je viens de signer le pacte aujourd'hui. Donc, tu vois, Ah, on est aujourd'hui. Donc, et c'est un Marocain qui vit en Pologne et qui avait et qui a une histoire assez dingue. C'est que son grand-père lui a offert un sac de fait tradition marocaine et tout le monde le trouve extraordinaire. Et quand il a voulu le refaire au Maroc avec des malams locaux, il s'est rendu compte qu'on n'avait plus le savoir-faire, on n'avait plus la qualité de cuir, on n'avait plus la façon et on n'arrivait plus à refaire le même sac que son grand-père lui avait offert c'est un sac qui avait 50 ans ou 60 ans. Et ça l'a vachement peiné. Et donc, ce qu'il s'est dit, c'est il va aller essayer d'aller capter le savoir-faire et le référencer et en faire, tu vois, il a ramené des malams polonais pour le coup ouais. au Maroc qui sont venus, qui ont pris le savoir-faire marocain, qui l'ont écrit, etc., et qui le fabriquent là-bas en Pologne. Donc, l'une des idées qu'on a avec Meknes, c'est de revenir au Maroc et de refaire des écoles pour remettre un peu le truc. En fait, le tourisme a un peu lisser la qualité et ce qui a fait le luxe de la maroquinerie marocaine, ce qui a fait ses grandeurs. On a perdu un peu ça. Et voilà, une de ses ambitions, c'est de faire ça. Et là, voilà, on est en train de lancer de nouveaux produits et Inch'Allah, ça va bien se passer. Et justement, là, c'est un bon exemple parce que parmi les porteurs de projets, nombreux sont ceux qui ont étudié et travaillé à l'étranger et qui ont décidé de revenir au Maroc pour se lancer. Tout à l'heure, on a évoqué le rôle de l'État, des investisseurs. Quel rôle peut jouer réellement la diaspora dans le développement de Alors, l'entrepreneuriat? déjà, le rôle de l'État est extrêmement important. Ouais, C'est que l'État doit financer ce que le privé ne veut pas financer. Donc, l'État ne doit pas se passer comme un acteur privé en disant je mets 100, je veux 500. Non, il doit créer un truc. En France, il y a une boîte qui s'appelle, enfin, un institut qui s'appelle la BPI, la Banque privée d'investissement, publique d'investissement. Elle a commencé à financer les startups, mais un truc de dingue. Nous, en tant qu'investisseurs en France, on disait, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, vous donnez trop d'argent, vous ouvrez le robinet du crédit, les mecs, ils sont abreuvés d'argent et tout. Ben non, ils ont créé un écosystème. Ils ont fait en sorte qu'il y ait des stars et des licornes qui se créent grâce à ça. Parce qu'ils ont financé ce que nous, on ne voulait pas financer. Et on a créé des exemples et ça a alimenté la machine. Après, il y a eu des travers, c'est-à-dire que les investisseurs ne voulaient pas investir si la BPI n'avait pas investi, bon, etc. Mais l'État a joué son rôle. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à faire. C'est vraiment que l'État insuffle et crée l'écosystème en finançant à fond perdu. Et ça, je pense que c'est, par les discussions que j'ai à certains niveaux, je pense que c'est la volonté du Maroc d'aller dans ce sens en tout cas. très bien. Mais écoute, mais du coup, on peut
est-ce qu'il y a un moyen de faire face, disons, à cette fuite des cerveaux que connaît le Maroc ou... Sur la diaspora, oui. Alors, Ouais, alors, pour les garder au Maroc, c'est simple, il faut les payer. Tu vois, à un ouais, moment, quelqu'un, s'il va à l'étranger, c'est pas parce que c'est mieux, c'est parce qu'il va récupérer beaucoup plus d'argent qu'il n'aura au Maroc, il aura une situation globale bien meilleure. La diaspora marocaine, elle est méconnue. Et là, aujourd'hui, avec la CGM et d'autres organismes comme ça, on essaye de la structurer, de la reconstruire. Elle est extraordinaire. En fait, la diaspora est clé pour l'exportation. Si le Maroc se dit, mon but, c'est d'aller exporter à l'étranger, quelqu'un qui a grandi au Maroc, qui a étudié au Maroc, il ne sait pas aller en Espagne vendre son produit, il ne sait pas aller aux États-Unis vendre son produit, et il ne faut pas qu'il le fasse. En revanche, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, en France, il y a des Marocains qui sont là, qui sont prêts à s'associer avec lui pour développer le marché local dans lequel ils ont un réseau. Et c'est ce qu'ont fait les Chinois. Les Chinois sont développés dans le monde avec la diaspora chinoise. C'est ce qu'ont fait les Israéliens avec la diaspora juive dans le monde. C'est ce qu'ont fait les Français dans la Silicon Valley avec la diaspora française. Et nous, on a une diaspora énorme. On est en train de la structurer, mais je pense que nos techs, là, par exemple, j'ai rencontré des super business angels américains, marocains qui vivent aux États-Unis depuis 30 ans. Eux, aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'on ne les reconnaît pas. C'est-à-dire qu'on dit toujours « Ah, t'es parti, t'es pas revenu, donc t'es pas un bon Marocain ». Et en fait, eux, ils ont envie d'aider le Maroc comme ils peuvent. Ils reviennent, ils ont leur famille, c'est leur racine, c'est leur culture. Donc, ils n'ont aucun problème de faire du give-back, juste qu'on les reconnaisse un peu. Et c'est ce qu'on fait avec la CGM, par exemple, où on identifie des Marocains qui ont réussi à l'étranger pour les reconnaître, les identifier et leur demander de l'aide. Mais pas de l'aide, pas reviens au Maroc nous aider. Non, les Marocains vont vouloir vendre des produits chez toi, aide sur place. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. La diaspora, il ne faut pas leur dire tu as été à la NASA et tu reviens au Maroc. Non, tu as été à la NASA, reste là-bas. Et moi, je t'envoie des trucs et tu les vends là-bas, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et écoute, Ilan, je crois on a fait le tour des questions que j'avais et c'est sur ces paroles pleines de sagesse que l'épisode prend fin. Merci beaucoup, Ilan, c'était intéressant et c'était un plaisir. Avec grand plaisir. Merci Merci, beaucoup. Ilan. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus 212. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.